Ok, alors on y va parce il faut qu'à 22h, il faut qu'à 22 on ait décroché. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui attendait ce jour depuis des mois et des mois quand enfin reviendrait le temps de vous hurler notre amour sans faille de Steven Spielberg alias le patron qui en cette semaine bénie nous est revenu avec Ready Player One, renouant avec la puissance inaliénable des mondes imaginaires dont il est depuis près de 40 ans l'un des artisans les plus prolixes. Ainsi donc qui dit film événement dit émission événement, et ils sont 5 pour l'instant, bientôt 6 ici au Ground Control en public pour se lancer dans le grand bain de l'Oasis. Julien Dupuis, salut Julien. Salut. Alexandre Arvo, salut Alex. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 130 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Ready Player One, on va quand même dire un mot du pitch. C'est donc l'histoire de Wade, incarné par Ty Sheridan. Ça se passe en 2045 sur une terre très abîmée par les changements climatiques, la pauvreté, les crises en tout genre. Pour échapper à cette réalité des plus sordides, bon nombre de gens s'évadent dans l'Oasis, un jeu en ligne en réalité virtuelle devenu une vraie société parallèle au bord de basculer, car avant de mourir, son créateur James Halliday alias Mark Rylance a laissé caché dans le jeu un easter egg offrant le contrôle de l'Oasis à qui le trouvera. Et pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains, une résistance de joueurs s'organise et Wade va se retrouver embarqué dans leur quête pour sauver le jeu. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Et outre Rylance et Sheridan au casting, on trouve Olivia Cooke, Ben Mendelsohn ou encore Lena Waithe. Alors qui veut se lancer dans cette folle assemblée? Allez Alexandre, tu me regardes avec tes petits yeux de tout des Charentes. Non, je l'avais pas du tout vu venir celle-là. Alors, c'est pour toi. Allez, alors, vas-y. non, on peut faire un petit previously on nos ciné. C'est vrai que lors d'un nos ciné, je sais plus comment on appelle ça, club, voilà. Le ciné club, ouais. Tu avais dit ce sera de la merde. J'avais dit, évidemment, par pur trollisme primaire, sûr, j'avais dit ça va être une bonne grosse merde. Je n'y croyais pas un seul instant, mais c'était un peu de la provoque. Et c'est vrai, mine de rien, c'est cette attente autour du film qui était à la fois de notre part, je pense à tous, extrêmement positive parce qu'on savait que c'était Spielberg, on avait vu précédemment ce qu'il avait réussi à faire avec la motion capture grâce à Tintin, etc. Donc on était quand même, je pense, à peu près tous confiants. Mais on a eu, au fil des semaines précédant la sortie, moi en tout cas j'ai eu un doute de ma part qui s'est progressivement installé grâce à cause de cette promo qui en même temps à la fois que les résurgences du bouquin, les extraits qui ont été postés en ligne où on voit cet afflux de... Je précise que je n'ai pas lu le livre dont le film est tiré, mais cet amas de références pop. Je crois qu'il y a un sixième larron qui va arriver. Il y a un sixième larron qui va arriver, qu'on va accueillir comme il se doit. Bref, j'avais quand même un peu peur avant d'aller voir le film, je l'avoue. Le syndrome doudou, comme dirait un certain Rafik Djoumi qui est là dans le Rafik Djoumi nous a rejoint, je vous demande de l'applaudir. Et on va serrer, il y a une chaise juste à côté de nous. Voilà. Donc j'avais assez peur et finalement mes craintes ont été balayées en, on va dire, 5 minutes à peine. D'accord. Donc je vais aller assez brièvement parce qu'on est beaucoup, mais impression à chaud, puisque pour le coup moi j'ai vraiment vu le film il y a à peine 5 heures, donc c'est tout frais dans ma tête. Je précise que je l'ai découvert dans sa version 3D, je l'ai vu en relief, ce qui ne gâche rien parce que le spectacle n'en est que plus intense, même si ça a ce défaut habituel d'assombrir un peu l'image, etc., mais on va pas refaire le procès de la 3D. Film assez réussi avec des scènes dont on va sans doute parler plus longuement tout à l'heure, mais parmi l'amas de références, de citations du film, il y a ce pivot central pour moi qui est la scène qui fait référence au Shining de Kubrick et qui nous en a tous mis vraiment dans la gueule. Oui, alors ça sera une émission 100% spoiler. Ouais, mais bon, le mal est fait, c'est parti de toute façon. Non, mais ce que je trouve... Vous pouvez quitter la salle si vous n'avez pas vu le film. Non, mais ce que je trouve assez dingue, c'est que ce film-là sort quelques semaines avant ce qu'on nous promet comme être le zénith de la marvellerie avec Avengers Infinity War, où sans être un troll de base, sans être un hater, comme on peut des fois nous juger un peu hâtivement de Marvel, etc. On peut d'ores et déjà dire, même si j'ai pas vu
Que ce sera une bonne grosse merde. Non, je vais pas dire que c'est une grosse merde, mais je pense qu'il n'y aura pas une seule scène. Il y aura pas une seule scène du film qui aura plus d'inventivité que par exemple la scène de la poursuite, la première course qu'on voit dans Ready Player One, qui est un truc qui est totalement trippant, totalement maîtrisé de A à Z, d'une lisibilité, extrêmement enthousiasmante. Et ce que je voulais dire en citant Avengers, c'est ce côté méli-mélo de stars, de références, de personnages, etc. C'est que il y a un paradoxe avec ce film-là qu'on connaissait dès le début, avant même de l'avoir, compte tenu du matériau de base qui est le bouquin, c'est que c'est à la fois un film qui est original dans le sens où c'est pas une adaptation. Enfin, si, c'est une adaptation de bouquin, mais c'est pas un truc qu'on attendait depuis très très longtemps. C'était quand même un film qui est il tournait depuis 2016 pour la partie prise de vue réelle, mais je pense pas que c'était un film qui a déclenché des orgasmes comparables aux Marveleries justement. Et en même temps, le film, il a joué de ça. C'est ce que je reviens sur la partie marketing, c'est que ces dernières semaines, on a quand même beaucoup vu passer les références vidéoludiques que le film a à foison, les références cinématographiques. Ah, il y a Freddy, il y a Chucky, il y a Chun-Li, machin, etc. Et donc, ce qui est paradoxal avec ce film-là, c'est qu'il a beau être très original dans sa façon d'être, dans sa mise en scène, etc. Et en même temps, il y a ce petit fond de sauce marketing qui peut en dérouter certains, en dégoûter, voire même certains. Mais il ne faut passer outre, il ne faut pas se dire que ça va être de l'étalage de références à tire-larigot, même si par moments, ça peut paraître un peu parfois lourdingue, mais pour moi, c'est vraiment un excellent film, voilà, tout simplement. Tout simplement. Je vais donner tout de suite la parole à Rafik qui nous a... Bonjour Rafik. Salut les gars. Salut. Qu'est-ce que vous faites là tous? moi je passais pour un verre. Oui. Alors donc ce Ready Player One, Rafik. Alors Ready Player One, alors justement j'ai entendu en arrivant le terme cinéma doudou, ce dont tu avais peur Alex. C'est effectivement une crainte qu'on aurait pu avoir, mais c'était peut-être mal connaître son auteur. Moi je qualifierais d'anti-doudou carrément, c'est-à-dire que c'est un film qui est d'un point de vue thématique dans la droite lignée de Tomorrowland, au sens où il demande activement à son public qu'est-ce que tu fais de ton imaginaire. Donc oui, bien sûr, on invoque tous les fantômes du passé et même d'ailleurs ceux du présent. Ils sont rendus cohérents par le fait que de toute façon, nous-mêmes sur Internet avons ces avatars pour circuler. Donc on peut vite balayer la question marketing parce que de toute façon, si tu vois Robocop, évidemment, moi quand j'étais sur les forums en 2004-2005, tout le monde avait un avatar Robocop. Ça tombe sous le coup de l'évidence. Ce qui est à noter par contre, c'est que Spielberg a délibérément voulu éviter les références à son propre cinéma. Et donc déjà, d'une part, son nom et la boîte, le logo emblème qui débute le film, de toute façon, c'est la référence ultime, oui. Pas besoin d'en rajouter, mais aussi, c'est une façon pour lui, un peu, de se glisser un peu plus dans la peau du personnage au cœur de l'intrigue, qui est donc le créateur de cet univers. Je pense que c'est difficile de ne pas voir l'analogie avec un Steven Spielberg qui, je pense, qui n'a jamais voulu désirer devenir cet emblème des geeks ou des années 80. Lui, je crois qu'il se voyait plutôt comme un cinéaste classique. Il espérait qu'on garde de lui plutôt l'image d'un David Lean ou d'un John Ford. Il fait avec ce qu'il a. A priori, c'est ce qui va rester de lui à la fin de ses jours. Et je pense que ce script de Zak Penn, c'est d'abord ce que ça lui a évoqué. Parce que en tant que early geek, il fait partie de ces geeks qui ont toujours vécu ça comme une maladie. Il n'y a rien de glorifiant pour lui là-dedans. Et la façon d'ailleurs, que je ne révélerai pas, avec laquelle il nous montre ce que fut le passé de ce personnage et son enfance, voilà, la mélancolie, elle est lourde, hein, d'accord. Par contre, au même titre que le personnage, il l'invite à être attentif. Et d'ailleurs, ça m'intéressait de voir que Zak Penn, qui était un copain de Klein, l'auteur du bouquin, il se connaissait bien avant que Klein écrive son livre. En fait, les modifications qui ont été apportées
au film, elle touche un peu à cette thématique, puisque dans le bouquin de Cline, à ce que j'ai compris, que je n'ai pas lu, mais c'est ce que j'ai pu voir sur les forums, les épreuves reposaient énormément sur des questions de référence. Là où dans le film, elles reposent sur des questions d'attention avant tout. Donc c'est vraiment une façon de dire soyez attentifs, les signes sont là. C'est-à-dire au-delà de la référence, il y a des choses qui sont en germe et qui vous appartient de cueillir pour vous les réapproprier. Donc ça c'est bon. Pour moi, c'est l'anti-doudou par excellence. C'est vraiment un film qui invite à grandir et à aller de l'avant. Ça, c'est pour le plan thématique. Maintenant, moi, ce qui m'a vraiment complètement subjugué, et ça d'entrée de jeu, tu en as parlé par rapport à la poursuite en voiture, c'est la maestria stupéfiante de quelqu'un, enfin d'un vieil homme, faut pas l'oublier, qui remet un petit peu les pendules à l'heure sur la façon de réaliser notamment des séquences d'action, et pas seulement. Il y a une lisibilité dans le Capharnaüm qui est juste ahurissante, une façon de diriger le regard du public, de lui donner toujours la bonne information au bon moment avec un timing impeccable. Il se permet des choses. Je pense que vraiment le secret de la licorne a été une forme de libération pour lui à ce niveau-là. On retrouve en fait un peu le même type de semi-plan séquence avec des images clés qu'il essaie de relier en un seul plan, et notamment dans une scène de bal qui aurait pu vraiment virer dans la mauvaise parodie à la Y a-t-il un pilote dans l'avion, et qui devient un exercice de maestria inouï, avec des plans très beaux, je trouve. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a subjugué. L'utilisation de l'outil spécial de la performance capture, entre autres, à des fins presque naturaliste, enfin on se pose pas la question, on est dans le monde réel, entre guillemets live, il met son casque, dans un seul mouvement on se retrouve dans cet univers-là, il n'y a aucun moment de gêne, de réadaptation, quand on revient dans le réel on n'a pas cette gêne non plus, tout ça c'est un maître qui... Et je trouve ça intéressant qu'un des premiers à avoir réagi, notamment sur Twitter, soit Edgar Wright, qui est quand même le réalisateur de Scott Pilgrim, et donc quelqu'un qui a essayé un petit peu de voir comment on pouvait passer du naturalisme au comic book et aux jeux vidéo, et qui vraiment, lui l'a dit, c'est quelque chose qui nous mène vers l'avenir, ce que Spielberg est en train de poser en termes d'utilisation de la technique à des fins de mise en scène. Donc ça, c'est un autre point qui m'a... Mais je vais peut-être laisser parler mes camarades. On va faire tourner un petit peu la parole et tu reviendras après, évidemment. Perrine, tu lèves le doigt depuis 5 bonnes minutes de dire moi, à mon tour. Non, je suis pas aussi... non, avec beaucoup plus de distinction, évidemment. Oui, merci beaucoup de le remarquer. Non, c'est juste que, Rafik, que tu as dit, il y a quelque chose qui m'a fait tilter, et c'est vrai, tu parlais de l'analogie entre le personnage de James Hallyday et de Spielberg, où clairement, et c'est très vrai, et c'est très clair, et notamment sur le fait que Spielberg, même si c'est pas forcément un rôle qu'il a voulu, comme tu l'as dit, il est très conscient, et ça c'est un discours qui ne vient pas de lui, qui vient depuis la nuit des temps, mais c'est un discours où il dit dans le film clairement qu'un auteur continue à vivre à travers ses œuvres. Et je trouve que c'est très très beau comme discours qui apparaît plutôt vers la fin du film. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, l'une des touches les plus émouvantes du film, c'est ça, c'est qu'il est très conscient. Spielberg est conscient qu'il est quelqu'un son nom perdurera, il perdurera et il sera vivant à travers ses œuvres, parce que ses œuvres parlent de lui, tout simplement. Ses œuvres sont lui, c'est tout. Mais l'analogie, en vrai, dans le film, elle est double, parce qu'en réalité, le personnage de Wade Watts, qui est donc le personnage central du film, celui qui fait Parzival, c'est aussi, techniquement, c'est un peu le sosie physique, faut pas se voiler la face, c'est le sosie physique de Spielberg jeune, il lui ressemble comme c'est pas permis, mais au-delà de ça, c'est que finalement, pour moi, l'analogie, elle est à la fois dans James Hallyday et dans Parzival, parce qu'il est aussi conscient, Spielberg, que lui-même est un fan de cinéma. Lui-même est une sorte de geek qui se place, d'une certaine façon, dans une lignée de cinéma. Il n'est pas inconscient des influences qu'il a eues auparavant. Au contraire, il en est fier, il les remet à travers ses propres films. Et je pense que l'hommage, il est double. À la fois, il est conscient de la stature qu'il a à l'heure actuelle, tout en étant conscient de l'homme qu'il a été, de l'enfant qu'il a été et de l'homme qu'il est aussi en tant que cinéaste. Et je trouve que et à ce titre, peut-être la référence à Kubrick est d'autant plus forte. Elle est même plus que... été son mentor. Elle est très soulignée dans le film, et c'est vrai que Kubrick n'est pas le seul, réalisateur qui a inspiré Spielberg, mais en réalité, oui, en effet, c'est un de ses mentors. Et donc, elle est double. Mais en vrai, je pense qu'il y a deux personnages qui incarnent Spielberg, là où Spielberg est conscient de sa propre dichotomie, et je trouve que c'est vraiment passionnant ce dialogue qu'il crée dans le film, en fait.
Je laisse la parole aux autres parce que j'ai d'autres choses à dire, mais c'est à tout le monde de parler. On fait tourner Julien. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est aussi un film absolument ahurissant, à tel point d'ailleurs que je me sens un peu illégitime d'en parler maintenant, parce que je ne l'ai vu qu'une fois et je trouve que c'est vraiment un film qui demande plusieurs visions en fait, pour pouvoir être décodé, pour pouvoir en percer les richesses. C'est un film qui dure 2h25. Ça n'arrête pas, c'est d'un foisonnement hallucinant. Ce que je peux peut-être ajouter à ce qui a déjà été dit, c'est que moi, je vois aussi dans le film un propos politique. Pas politique dans le genre de son précédent film à Spielberg, mais politique sur ce qui se passe en ce moment au niveau de la culture. Ce qui est intéressant, c'est que Spielberg, avec d'autres cinéastes de sa génération, ce sont des gens qui ont fait rentrer les univers geeks dans la culture de masse. Et on a vu qu'aujourd'hui, on va dire depuis la fin des années 90, c'est devenu une valeur sûre, voire une valeur carrément refuge en fait des studios qui travaillent ça au corps, sans avoir forcément de légitimité, c'est-à-dire sans l'avoir vécu de l'intérieur. Et ce qui est extrêmement frappant dans le film, et surtout quand on s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui à Hollywood, c'est de voir cette opposition entre ces geeks et ce qu'ils font justement de tout cet héritage qu'ils ont vécu de l'intérieur et qui du coup peuvent se réapproprier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sacré en fait dans les œuvres artistiques. C'est ça aussi que nous dit Ready Player One. À partir du moment où tu peux être créatif à l'intérieur, tu peux prendre un grand film de patrimoine comme Shining et puis totalement le pervertir, mettre du DC Comics dedans et faire un truc complètement délirant et complètement décalé. C'est pas grave en fait. Et parallèlement à ça, donc il te met en regard de ça un industriel qui n'est qu'un geek emprunté en fait, qui est moi j'ai pas pu m'empêcher de penser à Kevin Feige en fait en voyant ça. C'est-à-dire que c'est un mec qui quand il parle aux geeks pour être à leur niveau, en fait, a besoin d'une oreillette. Il y a d'autres geeks qui sont à la solde. Et là, c'est pareil, tu peux pas t'empêcher de penser à certains youtubeurs ou à des sites comme Cool News ou des choses comme ça qui sont à la solde en fait des industriels et qui vont continuer à lui souffler perpétuellement en fait les clés en fait de cet univers-là pour pouvoir se leur approprier parce que ça représente une manne financière extrêmement importante. Et je trouve que le discours de Spielberg là-dedans et surtout le fait qu'il se pose cette question-là aujourd'hui alors qu'elle est effectivement très importante et ça c'est pareil, tu ne peux pas ne pas y penser avec la sortie de Avengers qui se profile, avec justement cette espèce de monstre qui est devenu Disney, qui devient une espèce de ce qui est le monde de Ready Player One mais de façon aseptisée, c'est-à-dire qui devient une espèce d'univers où toutes les franchises de l'imaginaire sont en train d'être broyées pour être régurgitées de façon assez insipide. Tu peux pas t'empêcher de voir un discours là-dedans. Et il y a des écarts d'ailleurs par rapport au roman original qui sont très intéressants. C'est Stéphane qui va prendre la parole. Alors je suis désolé, je te grille peut-être un truc, mais qui me faisait souligner un truc très intéressant, c'est que le méchant, il a l'avatar de Clark Kent, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas apparemment dans le roman. C'est très intéressant. Enfin, après, je pense que je vous laisse dénouer le propos en fait sous-jacent qui se cache derrière tout ça, quoi. Mais c'est super intéressant de voir que le Géant de Fer va se battre avec Clark Kent et de voir qu'est-ce que ça signifie en fait dans le monde d'aujourd'hui avec ce qui se passe avec DC Comics, par exemple. Perrine, tu veux absolument rajouter un truc, mais tu sais, l'émission n'est pas finie. C'est vraiment minuscule, c'est juste par rapport à ce que tu disais sur le méchant, c'est juste lié à son nom tout simplement. Nolan, il s'appelle Nolan Sorrento, c'est le nom du méchant, mais Nolan, ça a du sens à ce que tu viens de dire, c'est que tu dis c'est un geek emprunté, et clairement Nolan, c'est Nolan, ça veut dire pas de connexion, c'est un personnage qui n'a pas de connexion avec tout simplement cet univers-là. Donc en soi, ça souligne totalement ce que tu étais en train de dire, c'est ça que je voulais apporter comme précision. Merci Perrine, c'est gentil. Merci beaucoup. David. Moi, je pense que c'est un film qui va très bien vieillir et qui va profiter de s'éloigner en fait de son emballage marketing, qui peut donner une lecture un peu fausse de ce qu'est le film. Et notamment, il y a quelque chose qui a fait beaucoup parler, aussi dans la manière dont la presse américaine a parlé du film. C'est le petit jeu du repérage des références. Moi, j'ai vu le film donc à la projection de presse. Entouré de personnes, pas les gens de nos ciné, mais de personnes qui avaient la volonté de signifier le fait qu'ils repéraient les références. Du coup, ça devenait une sorte de hockey parce qu'il y en a toutes les 5 secondes. Sauf que pour moi, ça n'a aucun sens puisque le film est construit sur un univers qui est entièrement installé dans la pop culture. Du coup, repérer les références dans Ready Player One, ça revient à compter les flocons dans Fargo, quoi.
Et justement, c'est ce qui est intéressant ici, c'est finalement de dépasser ce que les références peuvent signifier individuellement pour admettre que ça fait partie de notre univers. Et du coup, il y a énormément de choses qui reposent sur le fait que c'est le pitch du film et ça paraît un peu bête de dire ça, mais qu'il y a un discours entre ce qui relève du réel et ce qui relève du virtuel. Et la manière dont est traité le monde virtuel dans Ready Player One, c'est un monde dans lequel tout est permis et qui permet donc à l'ensemble des personnages du film et l'ensemble des personnages de cet univers d'accorder le monde à leur désir. Et c'est quelque chose qui sur le papier est hyper attrayant. Tout le monde a envie de ça. Et en même temps, c'est quelque chose qui est aussi montré comme dangereux. Et ce discours sur le fait que aussi merveilleux que soit le virtuel, il y a des choses à retrouver dans la réalité. Ça me paraît aussi faire partie de l'autoportrait que fait Spielberg. Et du coup, tout le récit sur les easter eggs à retrouver, à mon sens, ils sont peut-être à chercher aussi dans la filmographie de Spielberg. Et dans la richesse merveilleuse de son cinéma, il y a aussi des pépites de réel, des choses qui pour moi sont foudroyantes parce que ça nous renvoie à notre réalité et à ce qu'on a. Ça va être, je sais pas, dans le Il faut sauver le soldat Ryan, le soldat qui parle du fait qu'il faisait semblant de dormir quand sa mère vient pour l'embrasser le soir en rentrant tard. Il y a cette scène dans Jaws où le fils imite son père. Il y a des micro-détails en fait de réalité fulgurante qui sont truffés dans la filmographie de Spielberg et qui pour moi sont aussi un indice de ce qu'on peut retrouver dans son cinéma, au-delà du merveilleux et au-delà de tout ce qu'il peut avoir d'attrayant. Stéphane. Alors bon, tout le monde a un peu parlé et je suis un peu d'accord avec tout le monde en plus là-dedans. Moi, si je suis un peu comme Julien, le problème c'est qu'après avoir vu le film qu'une seule fois, c'est difficile en fait d'emmagasiner parce que c'est un film qui est vraiment plein, qui a beaucoup de choses à dire sur effectivement notre époque actuelle et sur l'avenir en fait. Le truc qui est certain, c'est que si tu dois retenir le message du film, c'est un film qui en gros t'invite à sortir le dimanche. En gros, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut déconnecter un peu. Et c'est le message final, quoi. Et ça, mine de rien, effectivement, c'est pas du tout ce que la culture t'invite aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a beaucoup de moments où on t'explique que et c'est le même principe des easter eggs en fait, c'est-à-dire on regarde Black Panther, on attend l'easter egg qui va arriver pour le prochain, qui est tout simplement une petite micro bande-annonce pour venir. Et si t'es un gros malin et que t'as compris la référence, et t'es super content et tu dis super, je vais aller voir Avengers la fois suivante quoi. Spielberg, c'est aussi le cinéaste du symbolisme, vraiment. C'est-à-dire que ce qu'a suggéré Julien là sur l'avatar du méchant, sur Clark Kent, c'est que je pense que c'est pas du tout anodin dans un film comme celui-là que le méchant se choisisse un avatar comme celui-là, d'un super-héros en gros, et qu'on le mette en face d'un autre personnage qui symbolise un super-héros même s'il ne l'est pas en fait. Et c'est le géant de fer. Parce que c'est ça, c'est Superman le géant de fer dans le géant de fer. Oui. Le géant de fer choisit d'être Superman. Oui. Hein, il choisit d'être Superman. Il découvre Superman. Et voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas balayer non plus totalement les références parce que je pense que c'est par ce biais-là aussi que Spielberg s'affirme sa propre cinéphilie. C'est-à-dire que, comme tout le monde l'a dit ici, c'est un cinéphile, c'est un geek. Et on a parlé évidemment de la scène de Shining, mais il y a l'apparition de King Kong avec cette phrase quand même assez emblématique. Personne ne passe au-dessus de King Kong. Oui. C'est-à-dire voilà, et il y a tout un jeu autour de ça et toute une construction de séquences autour de ça. Il y a Mais ça vaut le coup d'expliquer, de donner des indices aussi sur qu'est-ce que ça veut dire personne ne passe au-dessus de King Kong. Est-ce que c'est dans le film c'est directement expliqué. Je pense que les gens il faut voir le truc. Moi je pense que c'est par rapport à Spielberg, par rapport à quelqu'un comme Spielberg, c'est aussi une question de comme c'est un énorme blockbuster des années 30 et que c'est un film qui a été je pense fondateur dans sa façon d'aborder le cinéma. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est ce dont je parle quand je parle d'Adoubé en termes de citer Kubrick, c'est une chose. Dans le bouquin, c'est War Games.
comment est-ce que tu rentres dans un film comme War Games qui est filmé comme un téléfilm, quoi. Là, tu fais du cinéma avec un film qui est du cinéma, quoi. Et le truc, c'est que mais c'est vrai. Pourquoi et le truc, c'est que il y a des accords autour de moi. C'est super intéressant de voir un mec comme Spielberg, en fait, adouber des gens comme James Cameron au détour d'un seul geste, en fait, d'une seule chose, en fait, quand il cite Terminator 2 ou Aliens. C'est ça pour moi le propos du film. C'est à un moment donné, effectivement, regardez peut-être, ne bouffez pas tout ce qu'on vous sert en fait automatiquement. Essayez de choisir, essayez d'être sélectif. En tout cas, lui, c'est sa sélection, on va dire. Donc il y a comment dire, alors comme c'est un cinéaste du symbole, encore une fois, c'est toujours tout ça, c'est larvé en fait. Si tu veux le voir en fait, tu peux te taper le film comme ça. C'est un divertissement comme Jurassic Park, comme alors moi je le mets quand même au-dessus, mais je savais que j'allais faire bondir Perrine. Non, au-dessus de quoi, pardon? Je mets Ready Player One au-dessus de Jurassic Park. Voilà. Mais je préfère ultime. Bref. Toi aussi. Putain, elle va se barrer. Et c'est vrai, elle a raison, elle vient de dire il n'y aurait pas eu Ready Player One sans Jurassic Park, parce que c'est tout à fait vrai, parce qu'il ne faut pas oublier effectivement l'importance qu'un film comme Jurassic Park a eu dans l'histoire du cinéma, point barre, quoi. C'est-à-dire, après, le film en soi, c'est une autre chose. Mais non, mais passons. Le truc, donc voilà, le truc, c'est qu'un type comme Spielberg, quand il te dit ça en sous-main. Oui. Et je pense qu'il le justifiera même jamais vraiment en interview. Il te dira jamais, il attaquera jamais ces films-là. En fait, c'est quelqu'un qui évolue dans ce système-là, qui connaît toutes les règles de ce système-là, y compris les règles politiques qui sont extrêmement importantes. Et voilà. Donc, quand il balance ça dans un film, je pense que c'est assez évident en fait à soulever. Et d'ailleurs l'idée même en fait que justement il n'utilise quasiment pas ses propres références. C'est-à-dire il y a un T-Rex à un moment donné, bam, comme ça. Il y a évidemment la DeLorean et le Zemeckis Cube, quand même. qui est, je pense, un vrai hommage un vrai clin d'œil à Zemeckis. Parce que il faut rappeler quand même, rendre à César ce qui appartient à César. La performance capture, c'est Robert Zemeckis. Oui. Donc je pense que quand il fait ça, c'est aussi un hommage à ce cinéma-là, qui, moi, je trouve, il utilise aussi à la perfection, hein, vraiment en termes de... je trouve... pour moi, les deux qui arrivent à utiliser la performance capture en rendant ça totalement cohérent auprès du public, c'est Spielberg et James Cameron, même plus encore que Zemeckis. Et non, mais je vais me mettre à dos tout le monde ce soir, tout en étant d'accord avec tout le monde. C'est ça qui est pas mal. Voilà, c'est formidable. Je peux pas t'empêcher d'être toi-même. Voilà, t'as tout résumé. Mais voilà, donc il est là. Le défi, c'est que c'est un film qui restera, je pense, aussi en termes thématiques. C'est-à-dire que vraiment, quand on se retournera en se bouchant le pif sur cette décennie de merde à Hollywood, et un film comme Ready Player One ressortira d'autant mieux comme un film qui fait honneur à Hollywood et qui fait honneur à ce cinéma-là, quoi. Alexandre. Moi, si je devais juste trouver quand même, parce que c'est quand même un peu gênant à force, ce concert de louanges unanime, et si je devais quand même apporter, faire un petit peu, tu vois, une sorte de nuance. Plus, tu peux pas t'empêcher d'être toi-même. Bah bien sûr, voilà. Moi, il y a un truc que j'ai pas trouvé formidable dans le film, c'est, alors j'essaie de pas trop spoiler, mais bon, en même temps on a dit qu'on spoilait, c'est la relation, l'histoire d'amour entre le personnage principal de Wade et une fille qu'il rencontre d'abord par le biais du jeu, donc via un avatar. Elle lui dit, et c'est la vérité, que cet avatar, c'est pas elle, attention, elle se ressemble pas ça dans la vraie vie, etc. Donc tu vas évidemment attendre le moment où ils vont y avoir la rencontre IRL, comme on dit, et dans la vraie vie, oh mon Dieu, son défaut, c'est que, elle a une tache de naissance, oh là là. Ça fait penser à ces teen movies américains où en gros la fille du film, elle a des lunettes et une couette, et en fait à la fin elle devient bonne parce qu'elle enlève ses lunettes et elle détache ses cheveux, quoi. Parce qu'elle n'est pas du tout, elle a aucun défaut. Ça reste interprété par une actrice américaine. Hein, elle est pas mal, hein. Oui, non, mais en vrai, elle est mignonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas ce côté provocateur qu'on aurait pu si ça avait été, je sais pas moi, un type qui s'appelle Chuck et qui vit dans la cave de sa mère. Non, mais même tout en restant une fille, sans voilà, je sais pas moi, une obèse tétraplégique.
Ouais, là, il y aurait un petit truc un petit peu dans l'écriture du personnage. Je trouve ça un peu facile. C'est pas un film des frères Dardenne, tu sais. T'es conscient de ça. Et dans l'écriture du personnage, tu peux comprendre qu'une personne qui a une tache de naissance sur la tronche, elle le vit mal. Je pense que t'as plein de gens dans la vraie vie qui le vivent mal dans la vie. C'est super offensif ce que t'es en train de faire, Alexandre. T'es pas très. Au contraire, je suis hyper open-minded. Je dis, si vous avez une tâche comme Khrouchtchev ou Jean-Luc Reichmann, c'est pas grave, on vous aime quand même. Un petit coup de make-up et c'est parti, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, ils ont aseptisé un petit peu le truc. Et de manière générale, cette histoire, ce love interest m'a pas. T'as pas interesté plus que ça. Ça alourdit le film plus qu'autre chose. J'ai l'impression que c'est presque comme une sorte de cahier des charges qu'il faut respecter. Ah ouais, il faudra peut-être quand même qu'il se fasse un bisou à un moment donné. Voilà, moi c'est le truc que j'ai trouvé le moins convaincant du film, mais ça n'enlève rien à ses qualités maintes fois évoquées précédemment. Julien, aussi, il s'est jeté sur le micro. Non, c'est pas pour prendre la défense systématique du film, mais aussi des aspects du film qui sont camp, au sens vraiment anglo-saxon du terme. Je n'ai pas tellement d'équivalent français, mais aussi en raison de la période à laquelle il fait référence. Je ne dirais pas de quoi il fait la scène, mais la scène de résolution, enfin la scène finale, c'est un travelling arrière comme on en a vu 150 000 dans la moitié des films des années 80, Die Hard en tête, dans lequel, au détour d'un plan séquence, on a en gros toutes les résolutions d'arcs narratifs qui se font les unes après les autres. C'est totalement cliché et tu es libre de le prendre pour ce que c'est-à-dire un méga cliché dans ta gueule, mais en même temps de dire mais enfin ça fait un peu 2 heures que je suis en train de me bouffer de la référence pop culturelle, quoi. C'en est une de plus et le coup de la nana, moi je l'ai pris comme ça en fait. D'une certaine façon. Il y a aussi possiblement une approche sur. Enfin, moi, je pensais à ces deux choses, c'est-à-dire que pendant le film, j'avais l'impression d'être un peu déçu par le réel du film, et je pense qu'il y a peut-être une logique là-dessus, c'est-à-dire de jouer sur des arcs, des stéréotypes et des choses très installées, très clichés pour tout ce qui est en fait en dehors du monde virtuel, pour rendre du coup le monde virtuel d'autant plus immersif. Il y a vraiment ce truc où, notamment l'oncle et la tante. D'autant qu'effectivement les références visuelles continuent à l'extérieur. Elles sont probablement plus subtiles. J'ai tout un passage, la photographie, la lumière, c'est celle de Joss Vacano dans Robocop par exemple, à fond quoi. Mais c'est pas dans ta gueule. Enfin, c'est à moins de. Enfin, je pense qu'un spectateur lambda aura une vague sensation de déjà-vu, mais sans mettre le doigt sur les tonalités de couleurs qui ont été gris métal et rouge là, qui ont été mises en avant, quoi. Donc, comment dire, voilà, ça fait partie du côté un peu camp appuyé du film à certains moments. Et puisqu'on parle juste de la photo, c'est Janusz Kaminski avec qui il a bossé plus d'une dizaine de fois. Et il y a cette petite subtilité qu'ils ont fait au montage, au tournage, c'est que, comme on pourrait d'ailleurs s'en douter pour des raisons purement techniques et logistiques, c'est que toutes les parties qui se passent en dehors de l'Oasis, donc dans le vrai monde, sont tournées en pellicule, et toutes celles qui sont faites en performance capture sont tournées évidemment en numérique. D'ailleurs, il y a un truc intéressant là pour revenir sur la logique de performance capture, et moi c'est un truc qui m'a encore. J'ai tendance à l'oublier quand je regarde un film de Spielberg en performance capture, mais à chaque fois il me le rappelle de façon assez claire, nette et précise, et un peu pour le coup dans ta gueule. C'est que c'est le seul qui utilise encore la performance capture et vraiment littéralement le langage cinématographique en l'intégrant dans la logique de fonctionnement de la méthodologie de la performance capture. Dans Tintin, au détour d'une scène d'action, il y a un jump cut que tu ne vois dans aucun film en performance capture, jamais. Et là, dans celui-là, tu as un transtrave. Alors bon, transtrave, évidemment, c'est Hitchcock dans Vertigo, mais c'est aussi Spielberg dans Les Dents de la Mer. Et il t'en refait un, littéralement, avec le méchant à la fin du film, mais alors, comme ça, quoi, en performance capture, quoi. Et ce que je trouve assez, finalement, touchant là-dedans, c'est d'utiliser cet outil, j'ai envie de dire, du cinéma de l'avenir, enfin du cinéma à venir, quoi, vraiment, tout en gardant totalement en fait ces logiques ces langages en fait du cinéma de façon totalement naturelle, quoi. Et pour lui, ça fait partie du langage. C'est pas parce qu'on a un nouvel outil. Et c'est bien que quelqu'un comme lui le rappelle, parce que l'emploi de la performance capture, on a cité les grands, on a cité Zemeckis, on a cité Cameron, on a cité Spielberg, mais c'est aussi dans les Tortues Ninja et ce genre de conneries. Et le truc, c'est qu'en général, c'est des mouvements de caméra qui tournent autour des personnages sans même se poser la question de à quoi sert l'outil en question et quelles sont les multiples possibilités en fait de l'outil, quoi. Donc c'est bien d'avoir aussi ça.
ça. Et je pense que ça permet aussi de vendre quelque part l'idée même de la performance capture. Julien. Non, je voulais juste rajouter un truc, c'est que c'est aussi un grand film technologique, Ready Player One. Enfin, on l'a déjà évoqué là. Et je pense que c'est aussi un grand film technologique parce qu'il correspond à tous ces films-là. C'est-à-dire que je pense que chaque grand film qui a fait avancer la façon de filmer le monde, que ce soit le King Kong de 33, que ce soit 2001, l'Odyssée de l'espace, que ce soit Avatar, que ce soit Jurassic Park, et donc que ce soit Ready Player One, tu te retrouves fatalement à un moment pivot où le propos du film fait écho à la méthode adoptée et à ce que ça signifie en fait dans notre vision du monde et dans notre façon d'appréhender ce qu'on est en train de voir en fait, ce que le cinéma reflète de ça. Et je trouve que dans Ready Player One, il y a ça en fait, c'est-à-dire que il y a Rafi qui parlait tout à l'heure de la souplesse en fait du passage de l'un à l'autre, mais c'est vrai qu'on se pose plus les questions en fait. C'est-à-dire que il y a autant d'enjeux, on va dire physiques, physiologiques finalement quand tu es dans le monde de l'Oasis que quand tu es dans le monde réel. Il y a pas de différence en fait là-dedans. Il y a une symbiose totale, il me semble. Hein, et les personnages sont incarnés aussi bien quand ils sont dans l'Oasis que quand ils sont dans le monde réel. Au point il en joue d'ailleurs de ce parallèle. Complètement. En fait. Pardon. Et non, juste pour terminer, Raph, et après je te laisserai parler, mais jusqu'à quel point, juste pour l'anecdote, il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'ils ont refait le système de cinéma virtuel qui avait cours sur Avatar, sur tout ça, mais avec une différence qui est intéressante, c'est qu'ils portaient des casques de réalité virtuelle eux-mêmes, certains des comédiens et certains membres de l'équipe, pour se repérer justement dans l'Oasis. Et je trouve que ça fait il y a une concordance en fait de faits. C'est ça les grands cinéastes aussi, c'est des gens qui alignent les planètes quoi, au bout d'un moment. Et il a préparé son découpage en se baladant dans les décors avec un casque virtuel, ce qu'il avait déjà fait sur Tintin. Oui, non, c'était par rapport à... Tu t'es grillé Perrine complètement. Non, ça me permettait de rebondir sur ce que disait Julien, c'est que en soi, quand tu dis que c'est un cinéaste qui est conscient c'est un film technologique, c'est un film qui est conscient de la technologie actuelle, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que autant c'est un film qui est plein de références nostalgiques, on est tout à fait d'accord avec ça. Oui, j'avais besoin de t'approuver, c'est tout. Non, voilà. Mais autant c'est un film qui est plein de références nostalgiques, mais que ce n'est pas le sujet du film. Pour moi, le sujet du film, c'est aussi Spielberg est très conscient de la technologie, il est très conscient de ce qui est en train de se passer, et il est très conscient des craintes liées à la technologie. Soyons clairs, d'un seul coup, l'ouverture du film, c'est des personnages qui vivent dans ce qu'ils appellent les piles, les stacks, qui sont seuls avec leur casque et qui vivent des aventures seuls. Donc, et c'est ce que la plupart des gens craignent avec les nouvelles technologies, notamment la VR, notamment les casques, c'est l'isolement des gens. Mais ce que dit tout le film, c'est que c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'humain, de base, est un personnage, pas un personnage, l'humain a un instinct grégaire. C'est que sa base, c'est d'être en groupe. Et que même dans l'Oasis, même quand on est seul avec son casque, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans un monde pour être avec des gens, pour être lié avec d'autres personnes. La boîte s'appelle Gregarious Game. Exactement ce que je voulais en venir, exactement à ça. La boîte s'appelle Gregarious Game. C'est-à-dire qu'en soi, tout est basé sur l'instinct grégaire. Et le Spielberg a un discours pour rassurer, finalement, en étant très conscient des nouvelles technologies, il n'est pas en train de les désapprouver, au contraire, il dit au contraire c'est très bien, il faut aller par là. Être nostalgique c'est bien. C'est bien un gros gamer aussi. Mais bien sûr, mais il dit c'est très bien le gaming, c'est très bien la nostalgie. Mais il ne faut pas vivre dedans, il faut aller vers le futur parce que le futur c'est bien. Le futur ça promet des nouvelles choses, il faut faire confiance en l'avenir. Et notamment, l'avenir n'est pas fait pour isoler les gens puisque de toute façon l'humain est grégaire. Donc l'humain va se rassembler d'une façon ou d'une autre. Soit en voulant se rassembler le dimanche comme parlait Stéphane, soit tout simplement parce que même quand il va dans un monde où il est techniquement seul à y aller, il y va pour rejoindre des gens et pour recréer de la connexion avec d'autres personnes. C'est ce que dit l'un des personnages du film. Le but de James Hallyday dans le film, c'est de trouver quelqu'un qui est en lien avec la réalité, qui est en lien avec le monde. Donc, parce que le problème du personnage, c'est de ne pas avoir su créer de lien avec le monde. Donc, je trouve qu'en fait, c'est un film qui est plutôt très positif sur l'avenir. C'est un film qui dit beaucoup de choses qui est très encourageant sur les technologies du futur et tout simplement sur les perspectives à venir et de l'être humain et du cinéma et du gaming et de l'avenir. Je trouve qu'en soi, c'est ça le vrai, pour moi, le message central du film de Spielberg, c'est ça en réalité. Raph. Oui. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied et tu étais captivé. Non, mais j'écoutais ce que disait Perrine, effectivement. Bon, ça, je sais pas si c'était évoqué dans le roman. Dans le film, c'est évoqué d'une façon plus visuelle. Le nom Perceval, en fait, vient du vieux français, ça veut dire
perce aval. Le point Rafik. Le point Rafik Djoumi. Et perce aval parce qu'avec sa lance de chevalier, en fait, il perce au milieu des contraires, en fait. Et donc, comme on est dans un film, on va dire bicéphale, où on passe tout le temps d'un monde à l'autre, c'est quoi le virtuel par rapport au réel, ça veut dire quoi le passé culturel par rapport à la façon avec laquelle on consomme au présent, etc. Et en fait, tout ce dualisme, il est balayé par le chevalier qui a percé aval. Donc, dans le film, c'est mis en scène, on va dire. Alors, j'ai pas d'exemple précis de moments où vraiment c'était flagrant, quoi, qu'il se comportait comme un chevalier, mais par contre la musique de Silvestri, entre autres, voilà. Et la musique de Silvestri a des accents récurrents dans les moments où justement il prend conscience du vrai rôle qu'il a. C'est-à-dire pas celui qu'il a fantasmé d'être le premier sur le tableau, etc., mais de ce rôle dans l'histoire avec un grand H, quoi. Mais aussi simplement, je passerai la parole à David. Je reviens à mon histoire de rassembler, de Gréguin, mais parce que Perceval, c'est dit dans le film, Perceval, c'est quand même donc Percival, c'est ce personnage de la table ronde qui a trouvé le Graal par lui-même tout seul. Et donc finalement, tout le long du film, c'est plusieurs personnages, Perceval. Oui, mais il y a ça aussi. On est d'accord, justement. Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce personnage qui techniquement est le type qui a trouvé tout seul le Graal, en fait, tout le long du film, on nous explique que, enfin, en progressant dans le film, que c'est finalement en se rassemblant, en créant une équipe, en créant une table ronde d'une certaine façon, mais voilà, en se rassemblant, et aussi tout simplement parce que la pop culture c'est quoi ? Pourquoi c'est une pop culture ? Parce qu'elle est commune, parce qu'elle est partagée avec beaucoup de personnes. Donc c'est-à-dire que si tu es tout seul à avoir tes références, bah, tant mieux pour toi. Mais en fait, la force de ce monde-là, c'est parce que c'est un monde commun. Donc en fait, je ne fais qu'appuyer ce que je disais depuis tout à l'heure, hein, c'est juste ça. Mais soyons bien clairs. Mais en soi, c'est ça. Et rien que le nom du personnage et son évolution qui apprend à partir seul pour finir en équipe n'est que ce discours-là sur l'instinct grégaire. Donc on peut jouer en effet sur le nom de Perceval ou tout simplement aussi la mythologie du roi Arthur. Et c'est ça qui est vraiment fascinant. Il va tellement convoquer 1 milliard de choses qui soient de la pop culture, mais tout simplement de la mythologie pure et dure, que c'est un film en soi terriblement complet, en fait. La légende arthurienne, c'est un peu la première pop culture au monde. C'est clairement la première création pop culturelle. C'est la première création pop culturelle. David. Oui, et puis il y a effectivement aussi un double discours sur à la fois, en fait, l'opposition à la fois sur le plan de la technologie et sur le plan de la culture, entre ceux qui veulent l'utiliser pour asservir les gens et les diviser, et ceux qui l'utilisent pour le progrès et pour le rassemblement des gens. Et donc, si je peux me permettre, la question de l'asservissement, moi je parlerai de captation d'attention. Parce que, en fait... Mais c'est pas que de l'attention, parce que du coup ils sont aussi exploités. Oui, mais ils sont transformés en main-d'œuvre. L'enjeu capitaliste d'aujourd'hui, on sait que c'est la captation d'attention. Et on se sert de la pop culture pour capter cette attention à des fins qui sont exclusivement des fins, comme tu le dis, d'exploitation, en gros du porte-monnaie, quoi. Et c'est obligé que ça gêne les créateurs de pop culture, et un mec comme Spielberg qui est pas particulièrement un communiste, hein, je précise, mais ça l'a travaillé aussi, cette affaire, le fait que toute son œuvre elle serve aussi à détourner les gens d'eux-mêmes, en fait. Et d'où l'insistance du film à nous dire de retourner vers soi, quoi, voilà. Et effectivement, c'est un film d'anticipation très court terme, c'est-à-dire que finalement les thématiques déployées par le film sont très contemporaines, et il y a aussi le fait de remarquer que dans cette guerre de l'attention, le cinéma se retrouve inclus et en concurrence avec des choses aussi diverses que checker son profil Facebook. Et effectivement, tel que l'Oasis est déployé, il permet du coup à une entreprise effectivement de capitaliser sur l'attention des gens, et c'était en ce sens que je parlais d'exploitation ou d'asservissement, d'utiliser leur attention et leur dévouement à des fins mercantiles, et le cinéma, l'imaginaire, etc. Peut retrouver ses droits là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a cette dichotomie entre comment utiliser effectivement et encore utiliser déjà est un mot connoté, mais comment se sortir de cette opposition entre
on utilise l'attention des gens pour les asservir ou les épanouir. Il y a un truc, personnel, on parle de Spielberg évidemment par la force des choses, mais je pense vraiment que le boulot de Zak Penn me semble intéressant aussi par rapport à tout ce qu'il a créé qui n'était pas dans le bouquin d'origine, quoi. Parce que cette course de voiture n'y est pas non plus, d'après ce que j'ai compris. Et cette idée que... On est dans les spoilers, donc cette idée qu'on ne puisse la gagner qu'en taking a step backward, quoi, qu'en faisant un pas de recul, en fait. C'est comme ça qu'on trouve la porte cachée. C'est presque une idée Spielbergienne pour le coup. Donc il y a un joli effort qui a été fait à ce niveau-là. Sur la question de Shining aussi, il faudrait rappeler aussi la violence avec laquelle la critique a traité Spielberg par rapport à AI, en l'accusant en gros de pisser sur l'œuvre de Kubrick. Hein. Et pour quelqu'un qui s'est voyé comme son disciple, enfin moi j'ai eu la confirmation par sa productrice à l'époque, elle n'a pas dit le mot, mais elle parlait d'une dépression nerveuse. Hein. Le fait qu'il fasse ce qu'il fait avec le film, et ça Julien l'a très bien souligné, on peut faire ce qu'on veut, quoi, tant qu'on amène une création. C'est un doigt d'honneur magnifique. Non mais vraiment, c'est à la critique qu'il a défoncé, quoi. Stéphane, tu veux rajouter quelque chose ? En fait, j'allais rebondir sur ce que disait David aussi sur effectivement l'aspect contemporain, on va dire entre guillemets, du film. Spielberg, c'est quelque chose qui l'a toujours assez intéressé, la logique du futur. Quand tu regardes un film comme Minority Report, quand c'est sorti en 2002, tu te disais putain, ça serait super cool en fait d'avoir un écran sur lequel on peut toucher, bam. 5 ans après, ça arrive. Il le savait évidemment, il s'était entouré de voilà, mais en fait le film posait aussi les questions et de manière très très pour le coup vraiment pareil, encore une fois assez évidente, mais comme toujours chez Spielberg, il faut arriver à le décrypter aussi, quoi. Du fait d'être vraiment d'exister en tant qu'individu dans une espèce de société où on se retrouve tous en fait à être espionnés, à être voilà. Il y a une utilisation de la publicité par exemple dans comment ça s'appelle dans Minority Report, c'est le cookie en fait, hein. C'est vraiment ça, t'arrives, on te scanne et on te balance une pub qui te concerne, quoi. Et ça c'était avant même qu'on se rende compte que ça existe dans notre vie de tous les jours, quoi. Et maintenant pourtant on le vit, quoi. Et du coup en fait ce qui est intéressant c'est de voir un réalisateur comme Spielberg sortir un film qui pose des questions qui s'est posé des questions sur son propre gouvernement, donc il y a avec The Post, avec Pentagon Papers, et qui se demande en fait, donc ça c'est pour le passé, et qui se demande en fait si quelque part en fait le truc a pas bifurqué justement avec les sociétés, avec les multinationales et ce genre de choses, et la façon dont il récupère, voilà. Donc voilà, comme le dit David, quand tu vois aujourd'hui les scandales qu'il y a avec Facebook et la collecte de données et ce genre de choses, c'est vraiment effectivement assez intéressant de faire la connexion et les liens dans la logique de ta propre vie virtuelle et la façon de se connecter avec tout le monde, quoi. David, ce sera le mot de la fin, David. Ça me fait juste penser justement que au-delà de l'opposition dont je parlais entre les personnages principaux adultes entre guillemets, il y a aussi un discours sur la capacité via les outils dont Stéphane parlait, les réseaux sociaux, etc. Il y a un truc qui est une sorte d'allégorie un peu de ce qu'est Twitch aujourd'hui. Il y a sur la capacité en fait du peuple à se réapproprier via ces outils le pouvoir de l'attention. Et donc il y a tout un truc à un moment où le personnage est intouchable parce que les gens le regardent. Oui. Et parce qu'il a capté l'attention du monde, et à partir de là, il gagne de la puissance. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement perspicace, je pense, sur le contemporain. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut aller voir, je crois, Ready Player One au cinéma. C'était pas mal, hein, ça vaut le coup. Allez voir ou revoir Ready Player One au cinéma. Il n'y a pas de reco. Il n'y a pas de reco cette semaine. Il n'y a pas de reco cette semaine parce qu'on a déjà beaucoup trop parlé. Effectivement, du coup j'en lâche une quand même. Allez voir Last Action Hero, c'est un petit film de John McTiernan qui était coécrit par un certain Zak Penn. C'était son premier travail. Wargame, c'est pas bien faire toucher son scénario. Et Tomorrowland. Ouais, voilà, Perrine aussi, conseil Tomorrowland, c'est super, c'est l'anarchie cette émission. Notre temps est écoulé. Merci à tous les 6, merci à Sébastien, à la technique, merci au Grand Contrôle et au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous aussi vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite.